Bonjour, nous sommes le jeudi 3 mars 2016 et j'ai un bouquin qui sort bientôt. Il sera dans les librairies, il sera envoyé à des tas de commentateurs éventuels, d'intervieweurs éventuels le 7, lundi. Il sera dans les librairies en vente le 21 mars parce qu'on compte qu'il faut 2 semaines aux libraires pour ouvrir les boîtes. Amazon, qui a des robots plutôt que des êtres humains, comme vous le savez, pour ouvrir les boîtes, peut vous le fournir à le 16 mars. Mais je vous recommande d'attendre, d'aller chez votre libraire. Votre libraire aime les livres, Amazon aussi, mais pour des raisons peut-être, je dirais, plus, comment dire, commerciales. Euh, De toute façon, si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous ai mis hier en ligne une bande-annonce. Cette bande-annonce, je l'ai reçue d'un peu inopinément. C'est Nadia Delé qui était l'organisatrice des grandes conférences liégeoises, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui m'a signalé que la conférence que j'avais faite et c'est dommage qu'on ne voit pas que je parle à des milliers, je ne sais pas combien, 3000, 4000 personnes. Dans cette vidéo, on a l'impression que je m'adresse peut-être à 2, 3 pelés, 4 tondus, mais non, non, ce sont des immenses foules qui vous écoutent avec attention. Et cette vidéo, du coup, parce que ça avait été enregistré le 2 avril 2015, par curiosité, je l'ai regardé. Voilà. Je ne suis pas le seul, heureusement, je m'aperçois, je ne suis pas le seul, mais pour voilà voir où j'en étais dans ma pensée. Et aussi, bon, il faut bien le dire, est-ce que j'avais bien fait ça? Bon, voilà, on a toujours un petit peu d'appréhension. On est là au moment même, quand c'est la catastrophe, quand on reste absolument le bec dans l'eau, ça on s'en souvient après. Mais sinon, on a qu'une idée, enfin en tout cas moi, on n'a qu'une idée assez vague si on a bien fait ça ou si on n'a pas bien fait. Et alors, voilà, en la regardant, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont les prolégomènes, c'est ce qui s'esquisse là, c'est ce que j'ai mis ensuite dans ce livre, donc qui paraît très bientôt, et qui s'appelle Le dernier qui s'en va, euh, éteins la lumière. Et là, je réfléchis un petit peu à la genèse de ce machin. Comment est-ce que ça avait marché? Et puis, je viens de regarder sur mon agenda pour essayer de comprendre comment ça s'était fait. Parce que ça a commencé en février 2015. En février 2015, on m'avait contacté pour cette émission qui finalement est passée à la télévision, mais finalement, bon, c'était comme ça que c'était voulu. Hein. Il y a un temps énorme qui se passe entre la préparation de l'émission, qui s'appelle Nom de Dieu, qui passe donc sur la télévision belge. Je crois que la série est interrompue maintenant après la 200e. Et voilà, c'est aussi à Liège que c'est tourné, voilà, dans un studio de la RTBF à Liège. Mais ça se passe en plusieurs étapes. Parce que quand vous regardez le produit fini, comme vous pouvez le voir sur une vidéo, bah, ça paraît vraiment très au point. Il y a différents thèmes, on vous demande d'avoir préparé une phrase, de montrer un objet, etc. Et alors comment ça se passe? C'est qu'il y a un collaborateur de la personne qui vous interviewe, Edmond Bletchen, il y a un collaborateur qui vous interviewe au téléphone longtemps avant, qui vous pose les questions, les mêmes questions qui seront posées, et puis qui écrit un texte, une retranscription. Et c'est un très très long texte. Et au moment où j'ai reçu ce texte, je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est très curieux. Et pourquoi c'est curieux? Eh bien parce que cette émission, Nom de Dieu, et c'est pas un juron, c'est on s'attend, voilà, c'est une, comment dire, c'est une reconnaissance, hein, voilà, c'est pas tout le monde qui passe là, voilà, c'est une médaille qu'on vous donne. Quand j'ai une médaille, ça me fait rigoler parce que j'ai regardé, c'était hier, il y a quelqu'un qui m'invite pour un truc, c'est un inconnu, et bon, mais c'est très ronflant, et voilà, il y a des caches, des tampons et tout ça, bon, etc. Et je regarde et je trouve le nom de cette personne sur l'internet, et bon, il n'y a pas grand-chose de dit sur lui, donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de déni que ce soit une personne qui n'est pas très connue. Mais quand vous regardez, ce bonhomme, il a une liste
invraisemblable de médailles de tous les pays. Il est chevalier de ceci, commandeur de cela, etc. Et je me disais, bon, il y a quand même deux sortes de personnes alors, hein. Il y a les personnes qu'on écoute, et voilà, c'est une reconnaissance particulière. Et puis ceux qui reçoivent des médailles et dont on n'a jamais entendu parler. Bon, c'est un peu une digression, je reviens à ce que je voulais dire. Alors oui, donc c'est une émission donc sérieuse. On vous interviewe longuement et donc je reçois la retranscription de la première, de la répétition générale, si vous voulez. Et alors après quand l'émission se passe, bien évidemment, la personne qui vous interroge, elle sait déjà tout ce que vous pourriez dire sur le sujet. Alors, pour donner un petit cachet quand même, je dirais, d'originalité, etc., elle vous prend à contre-pied, elle essaie de vous pousser dans vos derniers retranchements, etc., etc. Et donc finalement, il y a deux choses. Il y a la retranscription de l'interview qui a eu lieu au départ, et puis ce que vous avez finalement dit quand on a essayé de vous, voilà, de vous rendre intéressant en vous coinçant un petit peu, en essayant de souligner des contradictions dans ce que vous dites, et ainsi de suite. Mais au moment où je regarde donc ce texte me frappe parce que justement, on s'attend dans une émission comme ça que vous ayez une vision mystifiée du monde, que vous soyez vaguement religieux de telle et telle manière, que vous soyez superstitieux. Ça m'a frappé quand le bonhomme me dit donc vous êtes superstitieux. Voilà, il n'arrivait pas à me faire dire que je croyais en Dieu ou à des machins cachés derrière. À un moment donné, il se dit que je suis hyper superstitieux. Je dis non, mais quoi, il faut pas rigoler. Non, bien entendu. En plus, l'ethnologie, ça avait été défini par Edward Tylor au XIXe siècle comme étant la discipline qui allait dissiper toutes les superstitions. Ce qui est une bonne chose, si on veut. Enfin, en étant respectueux quand même, hein, on va voir ça, on écoute, et puis, mais c'est quand même pour que les gens ne croient pas trop à des fariboles. Et donc je me retrouvais avec un portrait de moi-même que je n'avais jamais vu. C'est moi sur la défensive à tout moment en disant non, non, bah écoutez, non, ça c'est c'est ce sont des effets de miroir, ça c'est de la brume artificielle, ça c'est parce qu'on prend les gens pour les gogos, etc., etc. Et voilà, alors quelques temps plus tard, je fais la conférence liégeoise et je me rends compte que je la situe un petit peu par rapport à ça. C'est-à-dire que je fais un peu un ce que je crois. Il y avait des bouquins autrefois, quand j'étais gosse, voilà, mon père les collectionnait, ce que je crois. Voilà, c'était un petit peu la même idée. Et du coup, je me dis, je vais faire un ce que je crois, mais par rapport, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute possible, que je ne suis pas un type avec brume artificielle et effet de miroir et ainsi de suite, à vous dire oui, oui, il y a des choses très cachées, ou alors à la Heidegger, attention, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire trembler, faites bien attention, etc. Non, c'est pas ça. Et alors quand je rencontre Sophie de Closet, des éditions de Fayard, un peu plus tard, et parce qu'on veut discuter, mais voilà, les éditeurs qui vous publient, ils veulent de temps en temps vous voir, vous dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Bah, je lui sors un petit peu, je dirais, un mélange de la conférence liégeoise et de la préparation de l'émission Nom de Dieu. Et elle a, je dirais, l'amabilité d'être très enthousiaste. Voilà, je veux dire, voilà, c'est très bien. Et je ressors tout content parce que bah, on a un accord. On a un accord, on va faire un livre de ce type-là. Et voilà, bah, voilà, il sort. Ce que je me rends compte, c'est que le discours que je tiens est un discours de Cassandre, c'est un discours, on pourrait dire, tout à fait désespéré, mais en même temps, quand je reçois ce matin un message qui me dit, ben, j'ai parlé à tous les gens autour de moi, tout le monde a baissé les bras, tout le monde renonce, tout le monde, ben, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, parce que moi, on peut dire, c'est le type qui dit c'est fini, c'est la catastrophe, etc. Mais je dirais dans une perspective optimiste, si je peux dire, en me disant qu'il y a des tas de choses à faire, qu'on peut essayer de renverser la vapeur. Bah, vous voyez ce que j'essaye de faire en essayant de convaincre Thomas Piketty de se lancer dans la présidentielle. Et toutes les objections qu'on me fait, c'est du même genre. Oui, mais à quoi bon? Oui, mais c'est très difficile. Oui, mais des gens qui ont essayé. Je vais plutôt voter. Et alors ils vous disent pour un candidat qui rame depuis des années et des années. Et la conclusion, voilà, bah, je vais terminer là-dessus, hein, c'est que j'ai l'impression
que d'avoir une vision démystifiée, où on ne croit pas à tous ces machins. Pourquoi peut-être la vision démystifiée vous rend tellement optimiste et aussi, aussi convaincu qu'il y a moyen de faire des choses? J'ai l'impression que c'est parce que ceux qui croient à des tas de choses, et qui sera dans une émission comme Nom de Dieu aurait fait vraiment plaisir à Monsieur Blatchen en disant voilà, il y a des questions qu'on se pose et on ne connaît pas les réponses, mais il y a des grands mystères derrière tout ça. Ces gens-là, moi j'ai le sentiment qu'ils n'y croient pas vraiment, ou qu'à moitié. Il y avait ce qui me revient, c'est ce texte excellent de Octave Manoni, psychanalyste, mort depuis pas mal d'années, mais qui avait écrit cet article Je sais bien, mais quand même. Je crois que tout le monde est pratiquement sur le mode du je sais bien, mais quand même. C'est-à-dire que même les choses qu'on croit, on ne les croit jamais qu'à moitié. Il y avait une très belle histoire racontée dans cet article, si vous le lisez. C'est l'histoire c'est de Casanova. Casanova, donc, il séduit des belles, et ça passe souvent par le fait je dirais, d'avoir des conversations avec la famille, de faire bonne impression, etc. Et il prétend qu'il va faire un truc de magie, et au moment où il va faire son truc de magie, eh bien, il est clair dans ce qu'il raconte qu'il se dit que ça marchera peut-être. Alors qu'il sait que c'est bidon. En principe, il devrait savoir que c'est complètement bidon, mais il se dit on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et souvent, nous, c'est le contraire. Oui, je crois que ceci, je suis convaincu que cela. Et puis, dans leur fort intérieur, ces personnes-là, elles n'y croient pas vraiment. Alors, ils n'y croient pas vraiment. Alors, je crois qu'il vaut mieux faire, comme j'ai essayé de faire dans ce bouquin, j'espère que vous allez lire, mettre tout à plat en disant, bon, tout ça, c'est des bidons, tout ça, c'est des salades, tout ça, c'est des fadaises. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas prouver qu'il faut sauver le genre humain, l'humanité. Ça ne se prouve pas. C'est une chose qu'on a envie de faire ou pas. Moi, personnellement, j'ai envie que ça continue, qu'on s'améliore quand même. Hein. Je me dispute un petit peu dans tous les coins sur un mode un peu réformiste d'un côté, sur un peu plus révolutionnaire d'un autre. Je fais feu de tout bois. Mais j'ai l'impression qu'avant de partir, il faut avoir fait un max quand même. Il faut avoir fait le maximum. Pourquoi? Pour la beauté du geste, comme j'avais dit un jour. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'expression, mais voilà, je me comprends. Et j'espère que vous aussi. Que faire des choses pour la beauté du geste, ça vaut la peine. Voilà, à bientôt. Allez, à la semaine prochaine sans doute.